Monsieur le directeur des archives du canton de Neuchâtel, monsieur le professeur honoraire de l'école pédagogique de Berne francophone Jura-Neuchâtel, c'est ça? Mesdames et messieurs, vos noms et qualités. Bienvenue à ce 8e et dernier chapitre de notre série à la découverte de l'Allemagne, qui avait commencé par survoler 6 siècles de conflits en Europe avec des cartes géopolitiques animées, et les 4 autres sont en fait la montée en puissance de la Prusse, et chronologiquement, la conférence d'aujourd'hui devait être la 3e, avec 47, puisqu'après on est, la Prusse et la Russie, on est en 53-56, la Prusse et l'Italie, on est en 59, la Prusse et le Danemark en 64, la Prusse et l'Autriche en 66, et enfin la Prusse et la France en 1870. Alors, voilà un peu le volet de cette matinée. Alors, je vous rassure, ça ne sera pas tout aussi indigeste que ça. Tout commence un petit peu en 1707, dans cette affaire de lien entre la Prusse et Neuchâtel, et on est ravis d'avoir le directeur des archives du canton qui va nous présenter quelques documents que nous, on ne connaît pas du tout. Alors, je vais juste quand même dire quelques mots de Lionel. Il est donc né en 1975 à Bienne, où il a effectué sa scolarité obligatoire et son gymnase. Il était licencié en lettres de l'université de Neuchâtel en l'an 2000, et il a collaboré pendant 2 ans à un projet de fonds national suisse sur la recherche scientifique intitulé « Aux origines de l'attraction suisse, espace et modèle administratif entre le Jura et l'art, 14e, 16e siècle ». Assistant à l'Institut d'histoire de Neuchâtel en 2003, et il est nommé donc l'année suivante, en 2004, aux archives de l'État de Neuchâtel, où il est encore maintenant. Donc il a, parmi ses publications, une résistance à la réforme dans le pays de Neuchâtel, le Landron et sa région, 1530-1562, Rodolphe, comte de Neuchâtel et poète, et puis prince catholique en terre protestante, le gouvernement des Orléans Longueville à Neuchâtel entre 1530 et 1551. Bonjour mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Marc de son invitation ici à Genève au Salon du Four. C'est un réel plaisir de venir parler de Neuchâtel et de la Prusse. Comme cette année est dédiée justement à un cycle de conférences sur la Prusse, je pensais que c'était essentiel de vous dire quelques mots aussi sur Neuchâtel, qui a évidemment eu des liens très étroits avec la Prusse dès le XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe siècle, voire même au-delà. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est non pas une conférence, ce serait trop prétentieux, mais quelques reflets à travers des documents d'archives conservés à Neuchâtel, mais aussi à d'autres endroits. Peut-être que certains documents, vous les connaissez déjà, d'autres, j'espère, seront inédits. Et l'idée, c'est aussi peut-être de vous donner quelques échos ou quelques résonances par rapport à la conférence que vous aurez cet après-midi sur l'affaire de 1856. J'ai intitulé ma présentation « L'autre affaire de Neuchâtel » parce que dans les faits, ce qui se passe en 1707-1708 présente des similitudes avec 1856 et porte aussi en soi finalement les germes de ce qui va se produire en 1856. Avant de s'attaquer vraiment à la succession de 1707, je souhaite faire peut-être un rapide rappel de la situation à la fois politique, institutionnelle, dynastique à Neuchâtel. Donc Neuchâtel, au XVIIe siècle, est un pays allié de la Confédération, mais c'est avant tout une principauté qui appartient à l'époque à des princes français, la famille d'Orléans-Longueville, donc des princes du sang, des cousins du roi de France, en l'occurrence Louis XIV. Et en fait, cette situation est très stable depuis le début du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, et les choses commencent à changer après le décès d'Henri II d'Orléans-Longueville, donc un des meneurs de la Fronde, et c'est un de ses fils qui lui succède. Ce fils qu'on appelle dans l'historiographie neuchâteloise l'abbé d'Orléans, dont vous avez ici un portrait de lui jeune, était atteint de démence
très tôt, est entré dans les ordres et en fait n'était pas en mesure d'assumer son rôle de prince à part entière. Et donc ce qui se passe, c'est que très vite, en 1672, lorsqu'il succède à son frère, la question de l'exercice réel du pouvoir se pose, et même peut-être du fait de savoir s'il peut rester prince ou si c'est quelqu'un d'autre dans sa famille qui doit lui succéder. J'ai aussi mis une carte de Neuchâtel, c'est la plus ancienne carte connue de la principauté, la carte qu'on appelle Bonjour. On ne peut pas la dater extrêmement précisément, elle est des alentours de 1672, donc elle coïncide assez bien avec cette première crise de succession. Et d'ailleurs, alors on ne le voit pas très bien ici, mais vous voyez le petit cartouche surmonté des armoiries des Orléans-Longueville. En fait, on devrait y trouver, logiquement, une dédicace au prince. Et en fait, à la place, on voit que s'y trouve une dédicace aux membres du Conseil d'État. Donc on se rend bien compte qu'il y a un malaise, et donc probablement, cette carte doit dater de l'époque où la question de qui est le prince de Neuchâtel est pendante. Peut-être un autre élément qui peut être intéressant aussi, donc Neuchâtel, à cette époque, en 1672, n'a pas encore de frontière directe avec la France. C'est important de le relever. La Franche-Comté est encore espagnole pour quelques années. Et effectivement, cet élément-là va avoir aussi une importance vraiment déterminante sur la suite des événements. Donc, 1672, le jeune prince atteint de démence ne peut pas gouverner par lui-même Neuchâtel. Il est néanmoins nominativement le prince de Neuchâtel. Et là, cette première crise de succession va voir s'opposer deux femmes, la mère du prince, qui est une princesse de Bourbon, Anne-Geneviève de Bourbon, c'est la sœur du Grand Condé, pour vous situer un peu le personnage. Donc c'est aussi une des meneuses de la Fronde au milieu du XVIIe siècle, donc un personnage, disons, haut en couleur. Et puis en face d'elle, on trouve la demi-sœur née d'un premier mariage, la demi-sœur du prince, Marie de Nemours, qui elle aussi est un personnage haut en couleur. Si vous avez lu les mémoires de Saint-Simon, vous la trouverez souvent mentionnée. Et donc ces deux princesses s'opposent et de manière prépondérante, ce seront les autorités neuchâteloises qui vont être appelées à se prononcer sur cette succession. Donc ce sera le tribunal souverain de Neuchâtel, qu'on appelle le tribunal des trois États, qui va entendre finalement les procureurs de ces deux princesses et qui va trancher dans cette affaire de succession. Et en fait, c'est la mère du prince, donc Anne-Geneviève de Bourbon, qui sera désignée curatrice et par là même qui exercera un pouvoir de régente. Marie, je ne vais pas entrer dans les détails, mais va contester cette décision, va venir sur place à Neuchâtel, en tout cas à proximité de Neuchâtel. Elle aura l'interdiction d'entrer sur le territoire neuchâtelois et elle va provoquer des troubles. Un parti va se constituer pour défendre ses intérêts et ça va même déboucher sur une période vraiment troublée avec un assassinat. Et finalement, Louis XIV, voyant que les choses s'enveniment, va rappeler cette princesse en France pour éviter que les choses dégénèrent en guerre civile. Donc de 1672 à 1679, c'est la mère du prince qui est la régente. Elle meurt en 1679 et de nouveau la question se pose de savoir qui exerce le pouvoir, et cette fois-ci, assez logiquement, c'est donc la demi-sœur Marie de Nemours qui devient curatrice et par la même régente. Mais elle est entourée d'un conseil de curatelle qui très vite va considérer qu'elle abuse de ses pouvoirs et au bout de quelques années, en 1683, va intervenir auprès de Louis XIV pour qu'elle soit destituée de cette fonction. Donc vous voyez qu'il y a un mélange quant à l'exercice du pouvoir entre des décisions qui sont prises en France et des décisions qui sont prises à Neuchâtel. Et cette ambiguïté du droit et des institutions va perdurer encore pendant quelques années. Est-ce que c'est le droit privé français qui s'applique ou est-ce que c'est plutôt le droit neuchâtelois et institutionnel qui doit s'appliquer? Et donc là, le fait que Marie de Nemours est destituée de sa fonction de curatrice, de facto, l'empêche de continuer à être régente de Neuchâtel.
De 1683 jusqu'au décès du prince, 1694, ce sont les princes de Condé, donc le grand Condé, que vous voyez représenté ici avec son fils aîné, le duc d'Enghien, qui deviendra lui-même prince de Condé à la mort de son père. Donc ce sont ces deux princes qui vont assurer la régence et jusqu'en 1694. Donc c'est une nouvelle période de relative stabilité. J'ai de nouveau présenté ici une autre carte. Alors celle-ci est inédite, dans le sens où je vous ai montré la carte Bonjour tout à l'heure. La prochaine carte qu'on verra tout à l'heure, qui est connue, c'est la carte Merveilleux. Et en fait, à ma plus grande surprise, j'ai retrouvé récemment, publié en ligne sur le site des Archives nationales de France, une carte inédite qui n'est pas datée, mais qui, par le petit texte qui l'accompagne, peut être datée approximativement de 1683-86. En tout cas, cette carte a été produite pendant la régence des princes de Condé. Et donc c'est très intéressant parce que c'est un maillon, un chaînon manquant par rapport à la cartographie neuchâteloise. Et là, vous voyez que, de nouveau, il y a ce médaillon avec au-dessus les armoiries des Orléans-Longueville. Peut-être on peut aussi relever, bon, on ne le voit pas bien sur l'image, mais on n'indique plus la notion de Franche-Comté, on met juste bailliage de Pontarlier, je crois. Donc probablement qu'on est quelques années après l'annexion de la Franche-Comté par la France, et on a adapté la carte. Voilà, 1694, donc le prince décède, et à ce moment-là, de nouveau, crise ouverte de succession. Donc vous voyez que les choses se répètent d'année en année quasiment. Et cette fois-ci, on retrouve Marie de Nemours, de nouveau elle, qui a vieilli entre-temps, comme vous pouvez le constater. Et en face d'elle, c'est le prince de Conti, donc le grand Conti, qui est le neveu du grand Condé. Donc vous voyez deux chefs militaires, disons, qui ont marqué l'histoire française du XVIIe siècle. Et là, de nouveau, on retrouve ces deux logiques à la fois d'ordre privé, où on considère Neuchâtel comme un bien patrimonial dont on peut librement disposer, qu'on peut éventuellement même partager et transmettre par un testament, et c'est cette logique-là que suit le prince de Conti, qui a été désigné héritier universel du prince d'Orléans-Longueville, donc son cousin. Donc il bénéficie finalement de ce statut d'héritier universel, et à ce titre il revendique les droits sur Neuchâtel. Et à l'inverse, Marie de Nemours, elle, fait valoir ses droits à la succession par rapport, disons, aux droits neuchâtelois. Donc en 1694, un nouveau procès a lieu à Neuchâtel, de nouveau devant le tribunal souverain des trois États, et cette fois-ci, c'est Marie de Nemours qui est désignée comme souveraine, et donc le prince de Conti ne peut pas faire valoir ses droits. Et derrière ce procès se cache aussi un enjeu pour les Neuchâtelois. Quelque part, c'est peut-être exagéré de dire qu'ils prennent leur destin en main, mais en tout cas, ils souhaitent affirmer l'inaliénabilité de Neuchâtel et le fait que le droit neuchâtelois réside à Neuchâtel et non pas en France, où réside le prince. Donc de 1694 à 1707, Marie de Nemours est reconnue princesse de Neuchâtel, mais en réalité, le prince de Conti a fédéré beaucoup de Neuchâtelois autour de sa cause, et en sous-main, ceux-ci essayent de remettre en question l'autorité de Marie de Nemours, et à tel point même que pendant cette période, on a deux partis à Neuchâtel, ceux qu'on appelle les contistes, donc les partisans du prince de Conti, et les nemouristes, partisans de la princesse de Nemours. Et finalement, cette opposition va vraiment créer des tensions extrêmes au sein de la principauté entre les personnages en vue, les bourgeois de Neuchâtel, les pasteurs, les membres du Conseil d'État. Chacun va rallier l'un ou l'autre parti, certains vont changer de camp en cours de route. Enfin, voilà, c'est vraiment une période intense d'intrigue politique à Neuchâtel. Et justement, pour illustrer ces tensions et ces intrigues, je voulais juste dire deux mots d'une affaire qui a beaucoup fait parler à l'époque, c'est l'affaire du pasteur Girard. Alors, David Girard était le premier pasteur de la ville de Neuchâtel, donc un personnage influent qui était pasteur depuis plus de 20 ans déjà, donc vraiment un notable bien établi.
Et il se trouve qu'il était partisan du prince de Conti. Or, Marie de Nemours est désignée souveraine, ce qui ne lui convient pas, et il intervient en chaire à de nombreuses reprises sur des sujets politiques. Et en 1695, justement, il dépasse les limites et il est rappelé à l'ordre par la princesse. Et je vous lis juste un extrait de ce qui lui est reproché. Donc, on rapporte les propos qu'il aurait tenus en chaire le dimanche, et notamment parlant des libertés et franchises et alléguant qu'il fallait être sur ses gardes pour n'y laisser donner aucune atteinte. Il cita l'exemple de Guillaume Tell, qui avait su secouer le joug tyrannique et dit qu'il fallait les maintenir et les défendre de tout son pouvoir, et promit qu'il se mettrait à la tête des bourgeois pour cela. Donc c'est très intéressant de voir dans une monarchie d'inspiration absolutiste, même si elle était largement modérée par les franchises des bourgeois, de voir tout à coup un pasteur invoquer la figure tutélaire de Guillaume Tell et faire état, même de manière à peine voilée, de la possibilité d'avoir recours au tyrannicide. Et donc là, évidemment, ça pose des problèmes parce que c'est une attaque directe, quasiment un crime de lèse-majesté vis-à-vis de Marie de Nemours. Et elle obtiendra la suspension d'abord provisoire puis définitive du pasteur Girard qui, jusqu'en 1699, va réitérer à de multiples reprises ses attaques à peine voilées contre le pouvoir en place. Mais ce qui est particulièrement cocasse, alors là je vous mets peut-être juste encore sa réponse, parce qu'évidemment il a été convoqué devant la classe des pasteurs, il a dû se justifier, et on voit comment lui présente les choses. Donc il a avoué avoir parlé de Guillaume Tell, voulant dire en général qu'il faut faire son devoir quand on est dans l'oppression, comme cela se voit dans l'histoire de Suisse. Donc évidemment, il essaye de donner une portée plus générale à ses propos, mais néanmoins, il évoque l'oppression. Donc on voit qu'il joue toujours avec la limite et qu'il essaye d'instiller la critique chaque fois qu'il en a la possibilité. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que en réalité, là, lorsqu'on voit ses propos, on a l'impression que c'est un chef républicain à qui on a affaire. Et en réalité, le pasteur Girard était un des principaux contistes. Donc on voit aussi qu'il adopte un argumentaire qui est probablement à géométrie variable. Et surtout, ce qui est le plus cocasse, j'y viens maintenant, c'est que Louis XIV en personne va être informé de cette affaire. Donc à Versailles, on va parler du pasteur Girard de Neuchâtel, et Louis XIV va intervenir en personne. Il va faire intervenir son ambassadeur à Soleure pour que le pasteur puisse être rétabli dans ses fonctions. Donc vous imaginez Louis XIV intervenir en faveur de quelqu'un qui met en avant la figure tyrannicide de Guillaume Tell. C'est quelque chose qui semble assez inouï. Et là, on voit bien à quel point ces jeux politiques, ces intrigues sont complexes et peut amener des personnages à tenir des discours, à défendre des thèses qui, a priori, leur sont contraires. Voilà, donc on en arrive maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire le procès de 1707. Marie de Nemours meurt en 1707 et à ce moment-là s'ouvre la question de sa succession. Il faut savoir qu'elle n'avait pas d'héritier ou de descendant clairement identifié, donc plusieurs prétendants à différents titres, j'y reviendrai tout à l'heure, vont se présenter pour faire valoir leurs droits à Neuchâtel. Et en fait, on va avoir 14 prétendants, principalement des prétendants français, mais aussi d'autres régions, qui vont venir faire valoir leurs droits à Neuchâtel devant le tribunal des 3 États. Parmi ces 14 prétendants, 5 vont être écartés, je vous passe la lecture de la liste complète. 9 par contre vont être retenus, et donc tout cela va créer de l'effervescence à Neuchâtel. Parmi ces 9, 2 principalement auront des chances et tout va se jouer entre eux. C'est de nouveau d'un côté le prince de Conti et de l'autre côté un nouveau prétendant, j'avais envie de dire presque sorti de nulle part, ce serait exagéré, mais vraiment exogène en quelque sorte par rapport aux autres prétendants français. C'est le roi de Prusse, Frédéric Ier. Roi de Prusse depuis quelques années, donc c'était une monarchie récente, hein, c'était le prince électeur de Brandebourg auparavant. Et puis, peut-être juste pour l'anecdote, en passant, parmi les autres prétendants, il y avait le comte de Matignon, qui n'est autre que l'ancêtre direct du prince Albert de Monaco,
Et en fait, le comte de Matignon, finalement, ne va pas être retenu comme souverain de Neuchâtel, mais probablement que si ça avait été le cas, aujourd'hui, Albert de Monaco serait sur un autre rocher au bord d'un lac, et non pas au bord de la Méditerranée. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'était un lot de consolation, mais Louis XIV, quelques jours ou quelques mois avant son décès, autorisera le comte de Matignon à épouser la dernière descendante des Grimaldi. Donc on peut presque y voir une sorte de lot de consolation à l'époque. En tout cas, c'est la manière dont à Neuchâtel on a envie de voir les choses. Voilà. Donc tout se concentre finalement entre le prince de Conti et le roi de Prusse d'autre côté. Alors pour bien comprendre pourquoi tout à coup le roi de Prusse intervient dans ces questions de succession, il faut s'intéresser à un autre personnage vraiment essentiel dans l'histoire politique de Neuchâtel dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est le chancelier Georges de Montmolin. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Il est surtout connu aujourd'hui un peu à son corps défendant, parce qu'on lui a attribué pendant longtemps des mémoires apocryphes, les mémoires du chancelier, qui en fait ont été rédigées un bon siècle plus tard. Mais ça dénote qu'en fait, on a justement choisi ce personnage pour le faire parler au XVIIIe siècle, parce qu'il était particulièrement déterminé. Donc pour faire court, le chancelier de Montmolin a été un officier fidèle, enfin juste un officier, un magistrat fidèle à la dynastie des Orléans-Longueville, mais pendant la période de régence des princes de Condé, il est remercié de manière un peu brutale. Et à ce moment-là, jeune retraité si vous voulez, il se met en quelque sorte au service d'un parti. C'est justement d'une idée, d'un projet de trouver une alternative au prince français catholique de Neuchâtel, et donc il va retourner un argumentaire qu'il avait mis au service justement des Orléans-Longueville, et désormais son argumentaire pour la succession, c'est de dire que en cas de déshérence, entre guillemets, la principauté de Neuchâtel doit revenir à son suzerain. Donc il réactive des droits médiévaux, et en fait vous voyez à côté de son portrait l'hommage que rend en fait le comte de Neuchâtel en 1288 au comte de Châlons. Donc c'est le moment où, sur décision de l'empereur, Neuchâtel, qui était une seigneurie, est médiatisée. Donc elle ne dépend plus directement de l'empereur, mais elle a un suzerain intermédiaire qui est le comte de Châlons. Et ces comtes de Châlons vont ensuite transmettre leurs droits au prince d'Orange. Et en fait, les princes d'Orange eux-mêmes, tout d'abord par Guillaume d'Orange, qui deviendra roi de Grande-Bretagne, puis par son cousin, le roi de Prusse, ces Oranges vont transmettre en fait les mêmes droits de suzeraineté sur Neuchâtel au roi de Prusse. Mais cet argumentaire est un peu tiré par les cheveux. Il est largement contesté aussi parce qu'en réalité, la succession entre les Châlons et les Oranges se fait de manière indirecte, et donc du point de vue des Orléans-Longueville, du point de vue du parti français, il y a une rupture qui annule quelque part ces droits de suzeraineté. Donc Georges de Montmolin va préparer le terrain, va prendre contact avec Guillaume d'Orange, puis avec le roi de Prusse, pour justement faire en sorte que, le moment venu, au décès de Marie de Nemours, l'argumentaire soit en place et qu'il y ait un soutien à Neuchâtel pour cette candidature. Juste au passage, cet acte de 1288, l'original que vous avez ici sous les yeux, ne se trouve pas à Neuchâtel, mais à Berlin. Donc vous voyez que, en fait, la tradition archivistique s'est maintenue à travers les aléas des successions dynastiques. Et pour nous, c'était une heureuse surprise, après la chute du mur, de redécouvrir certains documents originaux qu'on croyait perdus de longue date. Tous ces prétendants qui débarquent à Neuchâtel en 1707 vont générer une immense littérature, puisque chacun va vouloir défendre ses droits et faire connaître ses droits à la population neuchâteloise, en tout cas aux personnes qui comptaient. Et ça va d'ailleurs dynamiser le monde de l'édition neuchâteloise, qui réapparaît en fait à peu près à cette époque-là. Donc je vous fais grâce de tous
tous les mémoires et autres publications de ces prétendants, mais il y a un document qui est particulièrement intéressant, un imprimé qui s'appelle, comme vous le voyez, le tombeau des prétendants à la souveraineté de Neuchâtel et de Valangin, ou mémoire par lequel on prouve que la dite souveraineté est dévolue au peuple après la mort de son Altesse Sérénissime, etc. Donc en fait, là, l'auteur est anonyme, mais on a plusieurs hypothèses quant à son identification. C'est certainement un notable neuchâtelois qui publie une thèse visant à prouver qu'en fait, le peuple est souverain et que les princes ne sont que les dépositaires provisoires de cette souveraineté. Donc c'est une thèse qui est extrêmement moderne pour l'époque et qui, quelque part, vise à faire émerger une autre candidature, ce serait le peuple neuchâtelois lui-même. Évidemment, cet imprimé va être saisi, l'éditeur va devoir fuir parce qu'il est menacé de prison, et puis les exemplaires qui auront été saisis vont être brûlés en place publique par le bourreau, comme on pouvait s'y attendre. Je vous lis quand même un petit extrait parce que ça donne vraiment le ton. On est presque un siècle avant Jean-Jacques Rousseau et pourtant on sent déjà un frémissement républicain. Et ce n'est pas un faux, hein, donc ce document a bien été publié en 1707. Quoique la prétention des peuples à la souveraineté après la mort de son Altesse Sérénissime Madame de Nemours paraisse nouvelle, elle n'en est pas moins juste. Elle est fondée sur l'origine et la nature des souverainetés en général et sur les constitutions de celles-ci en particulier. Ceux qui ont pénétré les souverainetés jusque dans leurs origines conviennent que les hommes ne sont pas sortis de leur état naturel de liberté et d'indépendance que pour s'unir en un corps politique et être plus à couvert des maux qui les pourraient menacer. Cette union est toute libre et leur succession au pouvoir politique toute volontaire. Elle n'a d'autre vue que la sûreté et la tranquillité de leur vie et n'est fondée que sur leur propre volonté et leur libre consentement. Ainsi, les premiers engagements se renouvellent et se perpétuent à chaque changement, et chacun est censé avoir consenti au gouvernement d'une personne et avoir déposé tout ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire la liberté entre ses mains, tant qu'il ne fait rien contre cette liberté, ou du moins rien qu'il puisse altérer son véritable bonheur. Donc vous voyez que là c'est une contestation ouverte du principe finalement de droit divin. On est à l'opposé finalement de la vision absolutiste qui règne en France. Alors évidemment, qu'est-ce qui se cache là derrière? C'est le fait qu'il y a aussi un enjeu pour les bourgeois de Neuchâtel qui étaient au bénéfice de franchise, donc de certaines libertés ou immunités, de non seulement maintenir ce pouvoir, mais peut-être de l'augmenter, avec la volonté aussi, à terme, en tout cas pour certains, de transformer Neuchâtel en république sur le modèle des cantons suisses, notamment du canton de Berne. Alors cela n'aura pas lieu en 1707, mais on sent qu'il y a déjà là quelque chose en gestation qui ressurgira de manière beaucoup plus évidente dès la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. En 1707, Neuchâtel attire l'attention de toute l'Europe. Le contexte, c'est la guerre de succession d'Espagne, et justement, il y a un intérêt pour les puissances alliées, donc opposées à Louis XIV, peut-être même d'instrumentaliser cette affaire de la succession de Neuchâtel. D'une part, c'est une manière de réduire l'influence française, mais d'autre part, peut-être aussi, peut-on y voir la volonté de pousser les cantons suisses, en tout cas les cantons réformés, dans la guerre du côté des puissances alliées. Et là, trois personnages vont être déterminants pour finalement faire gagner le parti du roi de Prusse. Alors c'est son envoyé en Suisse, son ministre plénipotentiaire, Ernst von Metternich, mais deux autres personnages vont aussi intervenir. L'ambassadeur, en tout cas l'envoyé spécial pour le Saint-Empire, que vous connaissez peut-être, qui est un Genevois d'origine, François-Louis de Pen de Saint-Saphorin, et puis l'envoyé anglais, Abraham Stanian. Donc ces trois personnages vont vraiment être à la manœuvre, et quand je dis à la manœuvre, leur principale mission, ce sera de convaincre. Et comment convainc-on les gens à l'époque, principalement? C'est grâce à des pots de vin. Donc là, de nouveau, cet extrait provient de documents qui se trouvent aussi à Berlin, donc très intéressant, parce qu'en fait, à Berlin, on dit les choses de manière beaucoup plus ouverte qu'à Neuchâtel, où évidemment, on doit cacher certaines choses. Alors, je vous lis ce passage parce qu'il est vraiment très marquant de la mentalité et de la manière dont les manœuvres avaient lieu. Donc,
c'est la relation des récompenses, hein, évidemment on ne parle pas de pot de vin, les récompenses que l'on a été obligé de donner aux différentes personnes qui ont servi au succès des négociations de Sa Majesté le roi de Prusse par rapport au comté de Neuchâtel et de Valangin. Et donc là on est juste après la fin du procès. L'on doit être peu surpris des sommes que la négociation des comtés de Neuchâtel et Valangin coûte à Sa Majesté, surtout lorsqu'on daignera considérer le mauvais état des affaires immédiatement après la mort de Madame de Nemours. La prévention générale qui était parmi tous les peuples de Neuchâtel, la quantité de prétendants qui ont mis l'enchère dans cette négociation et qui assurément ont prodigué les offres, le parti lié qu'avait depuis longtemps M. le Prince de Conti, Mme de Lesdiguières et M. de Matignon, l'engagement précis où le gouverneur et un grand nombre de conseillers d'État étaient avec nos ennemis, le peu d'espérance qu'avait une partie de nos amis de pouvoir réussir avec notre cause, ce qui nous a mis dans la nécessité pour les engager à se risquer pour un parti qui leur paraissait si faible, de leur faire des promesses capables de les dédommager, donc on parle de dédommagement, de tout ce qui pourrait leur arriver de fâcheux de la part de nos ennemis, et enfin le manège de quelques personnes d'ici qu'il nous était indispensable d'avoir dans nos intérêts et qui ont su se mettre à l'enchère, ce qui, donc vous voyez, hein, c'est très clair, ce qui non seulement a porté coup par rapport à elles, mais encore par rapport aux autres personnes bien intentionnées et qui, ayant agi avec franchise et avec candeur, auraient sans doute été fort dégoûtés si leur récompense avait été moins grande pour eux, qui ont eu tant de sujets de se louer, que pour ceux qui les ont arrachés par les bricoles. Donc évidemment, il faut encore récompenser davantage les fidèles soutiens par rapport aux convertis de la dernière heure. Et puis alors là, la liste est extrêmement longue, je ne me suis pas amusé à faire le décompte de la somme, et, comment dire, un historien plus versé dans l'histoire monétaire pourrait le faire, mais il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont listées, et notamment toutes les autorités municipales, le Conseil d'État, les autorités bernoises, les pasteurs évidemment, enfin tout le monde. Et on a des listes similaires du côté des comptistes et on retrouve les mêmes personnes. Donc elles se sont servies des deux côtés, si vous voulez. Donc je vous donne juste deux exemples. Monsieur le conseiller Guy, doyen du Conseil d'État, donc c'était en quelque sorte le président du Conseil d'État, a servi avec beaucoup de franchise et d'ardeur. Et du moment qu'il a eu une fois donné sa parole, on s'est absolument pu reposer sur lui dans tous les jugements qui se sont faits sans qu'aucune offre ni menace de la part des ennemis l'ait pu détourner. Il n'a pas voulu capituler. Entendez par là, il n'a pas voulu passer un contrat. Apparemment, certains devaient s'engager par écrit, donner des gages. Lui n'a pas donné de gages. Cependant, on lui a d'abord donné à entendre qu'il aurait 40 000 livres, mais comme l'on a été obligé d'osser à l'égard des juges du premier état, donc entendez les bourgeois de Neuchâtel, quoiqu'il n'ait pas marché avec tant de franchise que lui, on a d'autant pu se dispenser qu'aux autres, qu'outre qu'il était le premier en rang, il est pauvre et chargé de famille. C'est pour lui 50 000 livres. Certains touchent jusqu'à 200 000 livres. Donc vous voyez, c'est énormissime. Et puis un autre exemple, comme quoi on récompense aussi les comptistes qui ont fini au dernier moment par changer de camp, même certains qui n'ont pas changé de camp mais qu'il fallait quand même ramener dans les rangs. Donc le maître bourgeois Varnaud était le principal des comptistes. Et comme le succès de la négociation après le départ du prince dépendait presque entièrement d'avoir un grand nombre de comptistes, on lui a fait espérer alors 400 louis d'or. Voilà. Donc vous voyez que ça a été évidemment un des éléments déterminants. Certainement pas le seul, j'y reviendrai, mais un élément qu'il ne faudrait pas négliger. Surtout que ces différents procès que je vous ai présentés ont chaque fois été l'occasion évidemment de récompenses pour au moins les juges, voire toutes les personnes influentes à Neuchâtel. Voilà, donc j'en arrive à la décision. Vous l'aurez compris, les dés étaient pipés et le roi de Prusse est reconnu comme prince souverain de Neuchâtel. Alors là, c'est très petit, je vais essayer de le lire. Je ne sais pas si vous m'entendez. La chose la plus importante, c'est de voir que donc, les trois États donnent et adjugent par sentence souveraine et absolue à sa dite majesté Frédéric Ier, roi de Prusse, l'investiture de cet État et souveraineté avec ses annexes, appartenances et dépendances pour être le dit État par lui passé comme, et c'est là que c'est intéressant, indépendant et indivisible, mais vous voyez qu'on a rajouté un terme, après coup, inaliénable. Et ça, c'est absolument essentiel. Ça veut dire que le roi de Prusse reconnaît définitivement que Neuchâtel est un État souverain, il en est le prince, mais il ne peut pas en disposer librement comme d'un bien privé. Et ça sera très important pour la suite aussi, comme on le verra. Donc voilà la décision qui tombe le 3 novembre 1707. Alors pour résumer
quels étaient, à part les aspects, disons, financiers, les principaux enjeux de ce procès? Pour les Neuchâtelois, une émancipation de la France, parce que de plus en plus, on sentait le risque d'annexion. Louis XIV avait annexé la Franche-Comté, l'Alsace, et puis lorgnait de plus en plus sur Neuchâtel, étant donné aussi qu'un de ses cousins en était le prince. Ça paraissait évident. Donc, de ce point de vue-là, un soulagement. Ensuite, le corollaire de cette libération de la tutelle de la France, c'est un ancrage renforcé avec la Suisse, ou du moins avec les cantons, avec Berne et certains cantons protestants. Un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est aussi que désormais les Neuchâtelois auront un souverain de la même confession, parce que les Orléans-Longueville, à part une exception au XVIe siècle, ont toujours été des princes catholiques, que leur gouverneur sur place était aussi un catholique et que donc il y avait de fait une certaine coexistence confessionnelle qui s'était installée, en tout cas dans les lieux de pouvoir, puisqu'au château de Neuchâtel, résidence du gouverneur, se trouvait une chapelle catholique qui était desservie, et donc ça créait des tensions juste à quelques pas de la collégiale, qui était le principal temple réformé. Et puis peut-être, ça peut paraître anecdotique, mais ça a son importance aussi, les Hohenzollern ne sont pas des luthériens. Ce sont des calvinistes, contrairement à la majorité de leurs sujets. Ce qui va aussi donner une proximité confessionnelle particulière entre les Neuchâtelois et le prince de Neuchâtel, donc le roi de Prusse. Et sur les 150 ans qui suivront, en fait, les Neuchâtelois pourront aussi offrir un personnel ecclésiastique. Beaucoup de pasteurs vont faire carrière en fait à Berlin, à la cour de Berlin, et ça expliquera aussi cette proximité. Et puis, un autre élément, évidemment, le souverain est beaucoup plus distant, ce qui augmente l'autonomie, puisqu'il faut gérer une principauté à plus de 1000 km de distance. Donc, on peut jouer souvent sur les délais, etc. Donc, plus de délégation de pouvoir aux élites neuchâteloises. Pour le roi de Prusse, on peut se poser la question, hein, parce qu'il perd beaucoup d'argent dans l'histoire. On voit que Neuchâtel n'est pas un territoire qui rapporte beaucoup. Donc, en fait, pour lui, c'est avant tout, je pense, l'affirmation de son statut de monarque européen, puisqu'il a accédé au rang de roi de Prusse quelques années auparavant. Donc c'est encore une jeune monarchie et un pouvoir qui est en train d'émerger sur le plan européen. Et puis évidemment, Neuchâtel a une position géostratégique qui est intéressante, puisque c'est une sorte de point d'appui stratégique face à la France. Et éventuellement ça peut servir d'arrière-base pour de futures campagnes militaires. Et pour Berne, il ne faut pas oublier Berne qui a joué un rôle central dans cette question, Neuchâtel devient un état tampon de fait, surtout après l'annexion de la Franche-Comté. Berne avait besoin de garder ses distances avec le roi de France, avec lequel elle était très liée par ailleurs, notamment par rapport au service militaire, enfin au service mercenaire, mais tout de même pour Berne c'était évidemment essentiel d'avoir cette distance. Je dis état tampon, état satellite, parce que dans les faits, Berne était aussi lié par un traité de combourgeoisie avec Neuchâtel et avait un droit d'arbitrage lorsqu'il y avait des conflits internes. Donc Berne a joué un rôle prépondérant dans l'histoire neuchâteloise, notamment à l'époque de la Réforme. Voilà, suite à cette décision et donc l'investiture du roi de Prusse, des articles généraux ont été passés. C'était une des promesses du roi de Prusse de reconnaître, confirmer les libertés, les franchises des bourgeois de Neuchâtel et même de les amplifier. Alors là, vous avez un des documents qui a été signé, donc des articles généraux. Et là, vous en avez un passage, je ne vais pas tout vous lire, mais ce qui est intéressant pour aussi 1856, alors le premier passage, c'est la confirmation des droits, des libertés, mais le deuxième passage est très intéressant. Sa dite majesté et ses successeurs garderont toujours entre leurs mains cette souveraineté de Neuchâtel et Valangin, avec ses annexes, appartenances et dépendances, pour la posséder comme telle, dans toute son indépendance, inaliénabilité et indivisibilité, sans que sa dite majesté ni ses successeurs puissent jamais la donner en apanage à aucun prince cadet, ni en fief ou arrière-fief, à qui que ce soit, ni en quelque manière que ce puisse être. Donc là, clairement, on le verra, à la fin plutôt au début du 19e siècle, en 1806, le roi de Prusse va échanger Neuchâtel contre une autre principauté avec Napoléon. Et donc il va trahir cette promesse.
Et donc, à partir de là, cette faute qu'a commise le roi de Prusse sera aussi pour certains Neuchâtelois le prétexte pour ne plus se sentir redevable du roi de Prusse et se sentir libre, et ça alimentera aussi le discours républicain, bien évidemment. Alors, 1707, le roi de Prusse est reconnu prince de Neuchâtel, et là on entre dans une crise diplomatique et militaire au niveau européen. Des manœuvres militaires ont lieu pendant l'hiver même, ce qui est une surprise parce que, disons, les partisans du roi de Prusse pensaient que le roi de France protesterait pour la forme, mais ne réagirait pas. Et en fait, la France, d'une part, décide un blocus économique de Neuchâtel, et d'autre part, concentre des troupes en Franche-Comté aux ordres du maréchal de Villars, qui était le général en chef de l'armée du Rhin. Et donc, les Neuchâtelois, leurs partisans, Berne, le roi de Prusse, sont un peu surpris et pris au dépourvu. Donc, on décide des mesures d'urgence. 200 Bernois sont envoyés en urgence à Neuchâtel. Une mobilisation des milices bernoises a lieu dans tous les bailliages, alémaniques et romans. Et puis, les Neuchâtelois lèvent un régiment de 1200 hommes pour défendre les frontières. Et en janvier, c'est un renfort de 4000 Bernois, 300 Zurichois et 100 Genevois, il faut le noter aussi, qui viennent compléter ce dispositif. Donc, courant du mois de janvier, on a à peu près un dispositif de 6000 hommes sur pied pour défendre en couverture la frontière neuchâteloise. Et ça n'aurait certainement pas suffi pour, pour empêcher une attaque française, mais ça a été suffisant pour, en tout cas, faire réfléchir Louis XIV et le faire reculer. Parce que derrière ça, il y avait évidemment des intérêts divergents. Comme je vous l'ai dit, on est dans le contexte de la guerre de succession d'Espagne, et certains belligérants ont intérêt à ce que les choses s'enveniment autour de cette première affaire de Neuchâtel. C'est le cas notamment de l'Angleterre et de l'Empire, qui espèrent entraîner les cantons évangéliques, qui souvent avaient des relations, notamment de capitulation militaire avec le roi de France, donc d'entraîner les cantons évangéliques aux côtés des puissances alliées. Du côté de la Prusse, on est pris au dépourvu, on hésite, on n'y a pas trop pensé en fait, et pendant l'hiver, on se demande comment on pourrait envoyer des troupes à travers l'Europe. Et finalement, c'est probablement l'attitude de la Hollande qui sera déterminante, puisqu'elle préfère négocier. Elle a trop besoin de troupes suisses à ses côtés, plutôt que de voir la Suisse intervenir directement, en tout cas certains cantons intervenir directement dans le conflit. Donc finalement, Louis XIV recule. De son côté, évidemment, son risque, c'est d'avoir un conflit ouvert avec, en plus, les cantons réformés. Il avait déjà bien à faire avec les autres puissances alliées, et en particulier Berne. Et puis, le risque aussi d'une guerre civile en Suisse. Je vous rappelle qu'on est à quelques années de la seconde guerre de Wilmergen. Donc on sent qu'il y a une tension confessionnelle aussi en Suisse qui peut dégénérer assez rapidement. Donc finalement, c'est une sorte d'armistice qui est choisi, même si la guerre n'a pas été initiée. On décide de renvoyer le règlement de la succession de Neuchâtel à plus tard, donc à la fin de la guerre. Et puis, entre-temps, on propose de neutraliser la principauté de Neuchâtel, c'est-à-dire d'en faire un véritable État tampon où ni les troupes françaises, ni les troupes prussiennes, ni les troupes bernoises ne peuvent pénétrer, ce qui permet de geler la situation, en tout cas momentanément. Et les choses seront tranchées à la fin de la guerre par les traités d'Utrecht et de Baden. Chacun de ces traités est signé en bilatéral entre le roi de France et les différents autres belligérants. Donc, le traité d'Utrecht entre la France et la Prusse, à l'article 9, dit très clairement que le roi très chrétien reconnaîtra le roi de Prusse comme souverain seigneur de la principauté et promet de laisser jouir les habitants, dit celui, dans tout le royaume de France, des mêmes droits dont jouissent ceux des autres pays de Suisse et le reste de la nation helvétique. Donc là, il reconnaît explicitement que le roi de Prusse est le nouveau prince de Neuchâtel et que, autre élément essentiel, Neuchâtel fait partie de la Confédération helvétique. Mais en réalité, il le dit une fois et du bout des lèvres. Parce que dans le traité qui lie la France à l'Angleterre, il n'en parle pas du tout. Et on sait qu'en tout cas, dans le traité entre la France et l'Empire, celui de Baden en 1714, c'est intentionnellement omis. Donc là, on voit que le roi de France fait déjà un pas en arrière et revient sur sa promesse.
Et donc, ça a une autre conséquence, c'est que Neuchâtel était lié à plusieurs cantons par des traités de combourgeoisie, 4 cantons, dont 3 étaient catholiques, Fribourg, Soleure et Lucerne. Et ces 3 cantons refuseront à l'avenir, sur pression française évidemment, de renouveler leurs alliances avec Neuchâtel. Ce qui fait qu'à partir de 1714, une des grandes préoccupations des autorités neuchâteloises, c'est de se faire reconnaître par le roi de France, mais aussi par les cantons suisses, comme des Suisses à part entière. Et ça ne sera pas le cas tout au long du XVIIIe siècle. Donc en conclusion, cette crise, elle est en résonance avec les tensions internes en Suisse, notamment les tensions confessionnelles qui vont déboucher sur la seconde guerre de Wilmergen, et puis la guerre en Europe. Neuchâtel devient définitivement un État tampon qui est nécessaire avant tout au canton de Berne. Et puis paradoxalement, on peut dire que Neuchâtel devient davantage suisse parce qu'elle a pu s'émanciper de l'influence directe de la France, et puis elle a pu renforcer ses liens avec les cantons protestants, en premier lieu Berne. Par contre, elle est moins suisse parce que, comme je viens de le dire, elle n'est plus incluse dans les traités d'alliance avec la France, et la plupart de ces combourgeois, les combourgeois catholiques, refusent de renouveler les traités. Donc tout ça aura comme conséquence à Neuchâtel d'exacerber le sentiment suisse, d'appartenance à la Suisse, ce qu'on appelait l'helvétisme neuchâtelois, qui débouchera à la fin du XVIIIe siècle par une affirmation toujours plus claire d'émancipation par rapport au roi de Prusse, et qui va alimenter aussi finalement le projet républicain du XIXe siècle. Et puis, ce procès va soulever 2 questions. D'une part, l'inaliénabilité. Vous l'avez vu, le roi de Prusse était engagé à ne pas disposer librement de la principauté. Il ne va pas tenir sa promesse. Et puis, ça introduit un statut hybride encore plus évident, c'est-à-dire que Neuchâtel est à la fois une monarchie, mais c'est aussi, ou se revendique aussi comme un État allié des cantons suisses, et donc faisant partie entière de la Confédération. Et cette problématique va être encore beaucoup plus aiguë au XIXe siècle, à partir de la Restauration, où Neuchâtel sera reconnu entièrement comme canton suisse à partir de 1814. Et ça, vous en entendrez parler davantage cet après-midi. Voilà, je serai arrivé à terme de ces rapides présentations. Je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Merci. Alors, les 3 États, c'est une émanation de ce qu'on appelait les audiences générales, qui était une institution plus large qui tire son origine du Moyen-Âge. À partir du XVIe siècle, on a voulu un petit peu professionnaliser et rendre plus svelte l'exercice de la justice souveraine. Et les 3 États, à l'origine, étaient représentés par le clergé d'une part, par la bourgeoisie, en fait, le peuple, si vous voulez, mais la bourgeoisie d'autre part, et puis par la noblesse. Et à la Réforme, évidemment, il y a un coup de sac, puisque les ecclésiastiques ne peuvent plus être représentés, donc ils sont remplacés par les principaux magistrats ou officiers du comte de Neuchâtel. Et en fait, pour chaque État, je ne sais plus le nombre maintenant, mais on a 3 ou 4 juges, ce qui fait qu'on a un petit comité, finalement un petit tribunal qui décide qui prend les décisions en dernier recours, en fait, à Neuchâtel. Mais le fait même qu'on ait un tribunal souverain démontre qu'à Neuchâtel, on avait adopté la logique des Orléans-Longueville, comme quoi il n'y avait plus de suzerain, parce que sinon, ce ne serait pas un tribunal souverain. Et c'est là où c'est très paradoxal. En 1707, le tribunal souverain reconnaît qu'en fait, il y a un suzerain qui est le roi de Prusse. Voilà, donc